Bienvenue dans cette cinquième et dernière partie du livre de Kahneman, les deux facettes du moi. Alors il commence par nous parler de l'expérience et de la mémoire. Et il s'interroge sur comment peut-on répondre à des questions comme quelle douleur Hélène a-t-elle ressenti durant l'intervention médicale? Ou quel plaisir a-t-elle tiré des 20 minutes qu'elle a passées à la plage? Et c'est l'économiste britannique Francis Edgeworth qui a proposé un instrument imaginaire analogue aux appareils utilisés dans les stations météo qui mesurait le niveau de plaisir ou de souffrance qu'expérimente à tout moment un individu. Les graphiques suivants illustrent l'expérience de deux patients qui subissent une coloscopie douloureuse. Et ces expériences, elles ont été menées par Don Riedlmayer et Kahneman dans les débuts des années 90, période durant laquelle on n'anesthésiait pas encore les patients pour ce genre d'intervention. Et toutes les 30 secondes, on demandait au patient d'indiquer son niveau de souffrance allant de 0 pour aucune douleur ressentie jusqu'à 10 pour une douleur intolérable. Et comme vous pouvez le voir, l'expérience des patients, elle varie considérablement entre le patient A, pour qui l'intervention a duré 8 minutes, et pour le patient B, dont l'intervention a duré 24 minutes. Et au total, ce sont 154 patients qui ont participé à cette expérience. Alors ensuite, considérez la question suivante. Sachant que les deux patients ont utilisé de la même manière la même échelle de valeur de la douleur, lequel des deux a le plus souffert? Et donc, aucune hésitation, je pense, tout le monde s'accorde à dire que c'est le patient B qui a le plus souffert. Et le facteur clé évident, c'est que l'intervention de B a duré beaucoup plus longtemps. Et les mesures basées sur ces indicateurs seront appelées pour le moment par l'auteur le total hédonimétrique. Et une fois la procédure terminée, il a été demandé à chaque patient d'évaluer la somme totale de leur douleur. Et la formulation était faite de telle sorte qu'ils soient encouragés à penser à l'intégralité de la douleur qu'ils avaient indiquée, reproduisant ainsi le total hédonimétrique. Et étonnamment, les patients n'en ont rien fait et l'analyse statistique des résultats ont permis de faire deux découvertes. Premièrement, c'est ce qu'il appelle le peak and rule, c'est-à-dire la règle du pic fin. Et l'évaluation globale rétrospective pouvait être prédite avec précision par la moyenne entre le niveau de la douleur au pire moment de l'expérience et le niveau de la douleur à la fin de l'expérience. Et la deuxième chose, c'est la négligence de la durée, puisque la durée de la procédure n'a eu absolument aucun effet sur l'évaluation de la douleur totale a posteriori. Et donc en appliquant ces règles sur les patients A et B, alors la pire valeur donnée par les deux patients a été la même. Tous les deux ont eu un pic à 8. Mais pour la dernière évaluation, elle a été de 7 sur 10 pour A et de 1 sur 10 pour B. Si on applique donc la moyenne pic fin, elle était de 7,5 pour A et de 4,5 pour B. Et comme prévu, le patient A avait gardé un souvenir bien pire de l'épisode que le patient B, puisque le patient A a eu la malchance que l'intervention prenne fin à un mauvais moment, lui laissant un souvenir déplacé. Et nous disposons ainsi maintenant de deux unités de mesure. La première, c'est le total hédonimétrique. La deuxième, c'est l'évaluation rétrospective. Et ces deux unités, elles sont systématiquement différentes. Les totaux hédonimétriques, ils sont calculés à l'instant T par un observateur à partir des indications qui sont fournies par le patient sur une expérience qui est vécue et ça à un moment donné. Et ces jugements, ils sont dits pondérés par la durée, c'est-à-dire que 2 minutes au niveau 9 de souffrance, normalement elles sont 2 fois pires qu'une seule minute au même niveau. Et la découverte intéressante, c'est que les évaluations rétrospectives, donc c'est-à-dire a posteriori, elles sont insensibles à la durée et elles pondèrent deux moments distincts, le pic et la fin, beaucoup plus que les autres. Alors, laquelle de ces deux mesures est la plus importante?
Parce que en fait, finalement, ce choix, il a des implications, notamment dans la pratique médicale. Les expérimentateurs, ils ont remarqué 2 choses. Premièrement, si votre objectif, c'est de réduire le souvenir qu'ont les patients de la douleur, alors il pourrait être plus important de diminuer l'intensité du pic de douleur que de minimiser la durée de l'intervention. Et en suivant le même raisonnement, le soulagement progressif est peut-être préférable à un soulagement brutal si les patients gardent un meilleur souvenir quand la douleur à la fin de l'intervention est relativement faible. Et deuxième chose, si en revanche l'objectif c'est de limiter le niveau de douleur effectivement ressenti à l'instant T, il peut être approprié d'effectuer rapidement l'intervention, même si, ce faisant, on augmente l'intensité du pic de douleur dont les patients garderont un souvenir terrible. Et lequel de ces objectifs vous paraît le plus convaincant ? Bien, Kahneman indique que personnellement, il lui est plus facile d'envisager ce dilemme comme une sorte de conflit d'intérêts entre 2 mois. Et là, on ne parle pas de système 1 et de système 2. Il y aurait un moi expérimentant, qui est celui qui répond à la question « Est-ce que ça fait mal maintenant ?» Alors qu'il y aurait aussi le moi mémoriel, qui est celui qui répond à la question « C'était comment dans l'ensemble ?» Et les souvenirs sont tout ce qu'il nous reste de notre expérience de la vie et nous ne pouvons qu'adopter une perspective du moi mémoriel lorsque nous pensons à notre existence. Un moment d'extase de 40 minutes qui se termine sur une mauvaise note laisse par exemple un mauvais souvenir à la personne. Et la véritable expérience, on a un droit de se demander si finalement elle n'a aucune importance. Le fait de confondre l'expérience avec le souvenir que l'on a, c'est une puissante illusion cognitive et c'est la substitution qui nous pousse à croire qu'une expérience passée peut être saccagée. Le moi expérimental, il ne peut pas s'exprimer, alors que le moi mémoriel, il se trompe parfois, mais c'est lui qui enregistre et qui gouverne ce que nous apprenons de la vie, c'est lui qui prend les décisions. Et les leçons que nous tirons du passé, elles ont pour but de maximiser les qualités de nos souvenirs futurs et pas nécessairement notre expérience future. C'est ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du moi mémoriel. Alors imaginez maintenant que vous deviez subir une opération douloureuse pendant laquelle vous resterez conscient. Et on vous dit que vous allez hurler de douleur, vous allez supplier le chirurgien d'arrêter, mais que cependant, on vous promet de vous injecter une drogue provoquant l'amnésie qui effacera complètement tout souvenir de cet épisode. Alors on peut vous poser cette question, qu'éprouvez-vous à cette idée ? Et là encore, la plupart des gens sont remarquablement indifférents à la souffrance de leur moi expérimentant. Et certains vont même jusqu'à affirmer qu'ils s'en moquent complètement. Et aussi étrange que cela puisse paraître, les gens se disent être leur moi mémoriel et le moi expérimentant à travers lequel ils vivent à l'instant T est pour eux comme une sorte d'étranger. Essayez de faire un exercice assez rigolo, 2 expériences qui sont à votre portée et qui sûrement seront amusantes pour vous, puisque cet effet de moyenne entre le pic, alors pic de douleur ou de plaisir, donc cette moyenne entre le pic et la fin d'un événement, elle joue aussi pour déterminer le souvenir bon ou mauvais que l'on a, notamment de nos vacances, mais aussi de la vie d'une personne. Alors, je vous invite à faire l'exercice, c'est assez rigolo. Ensuite, il va nous parler du bien-être expérimenté. Quand Kahneman a commencé à s'intéresser à l'étude du bien-être il y a environ 15 ans, il s'est rapidement aperçu que tout ce qu'on savait sur le sujet reposait sur les réponses de millions de personnes à des enquêtes à travers des questions plus ou moins variées et généralement considérées comme des moyens de mesurer le bonheur. Et c'est une question clairement adressée à votre moi mémoriel qui est invité à réfléchir sur votre vie quand on vous demande, tout bien considéré, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie dans son ensemble ces temps-ci. Alors, sortant des souvenirs erronés de coloscopie, Kahneman s'est donc intéressé au sujet en commençant par se méfier de la satisfaction globale de toute une vie en tant que mesure valide du bien-être. Puisque le moi mémoriel avait prouvé qu'il n'était pas un témoin fiable. Et s'est donc consacré au bien-être du moi expérimentant, et il a considéré qu'il était logique de dire que, peut-être vous avez été heureux au mois de mars,
Si, premièrement, vous avez passé l'essentiel de votre temps dans une activité que vous auriez préféré continuer plutôt que d'interrompre. Deuxièmement, si vous avez passé peu de temps à faire des tâches auxquelles vous auriez préféré échapper. Et troisièmement, si vous avez passé encore moins de temps dans des activités où vous ne penchez ni pour l'un ni pour l'autre. Et il y a bien des expériences que vous préférez poursuivre plutôt que d'y mettre un terme. Et c'est par exemple la situation dans laquelle se retrouvent les artistes lorsqu'ils entrent dans un processus créatif. Et c'est ce que beaucoup d'autres gens connaissent quand ils sont pris dans un film, un livre ou même des mots croisés. Et dans ces cas-là, les interruptions dans ces situations, elles sont malvenues. Et ainsi, la résistance à l'interruption, c'est le signe que vous êtes en train de passer un bon moment. Et Kahneman a donc tenté de mesurer le bonheur en établissant un profil du bien-être que vous avez connu à des moments successifs de votre vie. Il a tout simplement appliqué la théorie de l'hédonimètre de Edgeworth en écartant pour le coup volontairement le moi mémoriel qui est pour lui source d'erreur, tout en étant conscient qu'il y avait forcément un déséquilibre dans sa théorie. Mais c'était pour lui un bon début. Et ces recherches ont notamment amené l'auteur à créer ce qu'il appelle l'indice U pour unpleasant, c'est-à-dire l'indice de l'état déplaisant. Et il a pu constater que les Américaines passaient 19% de leur temps dans cet état déplaisant, contre 16% pour les Françaises et 14% pour les Danoises. Et ce qui a surpris Kahneman, c'est à quel point la répartition de la souffrance émotionnelle était inégale. Puisque certaines personnes déclarent ne pas avoir du tout d'épisodes déplaisants au cours de leur journée, et qu'il semblait également qu'une petite fraction de la population subissait l'essentiel des souffrances. Alors, du fait de maux physiques ou psychologiques, ou d'un tempérament malheureux, ou d'infortunes de la vie personnelle. Et un indice U peut aussi être appliqué aux activités. Par exemple, pour 1000 américaines du Midwest, l'indice U était de 29% dans les transports du matin, 27% pour le travail, 24% pour les enfants, 18% pour le ménage, c'est moins que les enfants, 12% pour les sorties et 5% pour la télé. Et l'indice U est plus élevé la semaine que le week-end, puisque forcément le week-end on fait moins de choses qui nous déplaisent et on a moins le souci de l'urgence. Et l'humeur d'un individu, elle fluctue aussi considérablement en fonction de la situation actuelle qu'il vit. L'humeur au travail, par exemple, est en gros pas du tout perméable aux facteurs qui sont des facteurs habituels de satisfaction que sont le salaire et le statut. Les facteurs situationnels l'emportent, comme la possibilité d'entrer en relation avec ses collègues, l'exposition à des bruits intenses, la pression des plannings ou la présence imminente d'un chef. Et l'attention, c'est la clé de tout, puisque notre état émotionnel est largement déterminé par ce dont nous nous occupons, et nous sommes normalement concentrés sur notre activité du moment et notre environnement immédiat. Bon, alors évidemment, sauf si nous sommes amoureux, alors dans ces cas-là, on est heureux même quand on est coincé dans des boujons, et si on est en deuil, eh bien, même un film comique, ça peut nous paraître déprimant. Mais dans la plupart des autres cas, des autres situations normales, nous retirons du plaisir ou de la souffrance de ce qui se passe sur le moment, si nous nous en préoccupons. Et cet indice, il est aujourd'hui couramment utilisé dans des sondages sur le bien-être. Avec cette mesure, on a essayé de savoir si l'argent faisait le bonheur. Et la conclusion, c'est que la pauvreté rend malheureux et que la richesse peut renforcer la situation que l'on ressent dans l'existence, mais en moyenne, elle n'améliore pas le bien-être expérimenté. Et selon que l'on soit riche ou pauvre, on ne vit pas de la même manière la maladie ou le divorce, et même les week-ends. Et le niveau de saturation au-delà duquel le bien-être expérimenté ne progresse plus, il semblait être de 75 000 $ par an dans les régions chères, et il pouvait être inférieur dans les régions où les prix étaient plus inférieurs. Ce qui veut dire qu'au-delà, le niveau de satisfaction globale n'évoluait plus. Et une explication possible, c'est que des revenus supérieurs, ils sont souvent associés à la diminution de la capacité à jouir des petits plaisirs de la vie. Alors ensuite, il entame une partie qui s'appelle « Penser à sa vie ». Et considérons l'étude sur la satisfaction de sa propre existence avant et après le mariage, donc 5 ans avant et 5 ans après, du graphique que je vous montre ici.
Et le plus frappant, c'est le déclin abrupt de la satisfaction. Et il est courant d'interpréter ce graphique comme le suivi d'un processus d'adaptation qui voit les premières joies du mariage s'estomper rapidement alors que les expériences se transforment en routine. Toutefois, une autre approche est envisageable en se focalisant sur l'heuristique du jugement. Il faut alors se demander ce qui se passe dans l'esprit des gens quand on leur demande d'évaluer leur vie. Quand on vous dit à quel point êtes-vous satisfait de votre vie en ce moment, à quel point êtes-vous heureux ces temps-ci, ce ne sont pas des questions aussi simples que quel est votre numéro de téléphone. Et comment les participants à ces enquêtes arrivent à répondre à de telles questions en quelques secondes comme ils le font tous? Alors certains, ils ont peut-être une réponse toute faite qu'ils ont utilisée à une autre occasion où on les a interrogés sur leur vie et d'autres, probablement la majorité, ne trouvent pas rapidement de réponse à la question exacte qu'on leur a posée et se facilitent automatiquement la tâche en y substituant la réponse à une autre question. Et le système 1, il est alors à l'œuvre. Et quand nous considérons le graphique sur le mariage sous cet angle, eh bien, il prend un autre sens. Parce que considérons une expérience de Norbert Schwartz qui invite ses collègues au laboratoire pour remplir un questionnaire sur le bonheur, mais au préalable, il leur demande à chacun d'eux d'aller lui faire une photocopie. Et la moitié des participants vont trouver une pièce de monnaie qui est laissée dans la photocopieuse, laissée là évidemment par l'expérimentateur. Et ce qu'il constate, c'est que cet incident heureux, mais mineur, il a entraîné une nette amélioration dans l'évaluation par les sujets de leur satisfaction à l'égard de toute leur vie. C'est une heuristique de l'humeur qui est une des façons de répondre à des questions sur le bonheur dans l'existence. Et cette expérience, elle démontre que les réponses à des questions sur le bien-être global, eh bien, elles doivent être considérées avec un certain recul. Mais bien sûr, votre humeur du moment, ce n'est pas la seule chose qui vous vient à l'esprit quand on vous demande d'évaluer votre vie. Vous êtes aussi susceptible de vous souvenir d'événements importants dans votre passé récent ou dans votre avenir proche, de soucis récurrents comme la santé de votre conjoint ou alors les mauvaises fréquentations de votre enfant adolescent, des grandes réussites ou des échecs douloureux. Et le score que vous attribuez à votre vie sera donc déterminé par un petit échantillon d'idées très accessible et non à l'issue d'une évaluation méticuleuse des différents domaines de votre existence. Les objectifs que se fixent les personnes influencent ce qui leur arrive, ce à quoi ils aboutissent et la satisfaction qu'ils en retirent. Et c'est en partie à cause de cette découverte que l'auteur s'est rendu compte qu'il ne pouvait finalement pas exclure le moi mémoriel pour estimer le bien-être des gens. Et nous devons finalement accepter la complexité d'une vision hybride où l'on considère le bien-être des deux facettes du moi. Et enfin, il nous parle de l'illusion de concentration. Il nous dit que selon la rapidité de réponse des individus et leurs humeurs, on peut déduire le degré d'analyse minutieuse que les gens mettent dans les réponses aux questions qu'on leur pose. Cela dit, leur concept du bonheur n'est pas subtilement modifié par le fait de trouver une pièce de monnaie, mais le système 1 substitue volontiers un élément à l'ensemble. Et l'auteur parle ici de l'illusion de concentration qui peut se résumer en une phrase: rien dans la vie n'est aussi important que vous le pensez au moment où vous le pensez. Par exemple, le fait de croire que les Californiens sont plus heureux en raison du climat, c'est aussi une illusion de concentration. Et l'essence de l'illusion de concentration, c'est le désormais célèbre Covera, pour les personnes qui suivent, qui est à l'œuvre ici. Et en d'autres termes, c'est le fait d'accorder trop de poids au climat, ainsi que trop peu aux autres déterminants du bien-être. Le résumé des 5 parties est à présent terminé, et en guise de conclusion, en fait, Kahneman va résumer son livre en disant qu'il a commencé en présentant 2 personnages qui étaient le système 1, intuitif, qui se charge de la pensée rapide, et le système 2 qui était plus lent et laborieux, qui gère la pensée lente, qui surveille aussi le système 1 et qui s'efforce autant que possible de garder le contrôle en fonction de ses ressources limitées. Puis ensuite, il a continué son livre en décrivant 2 espèces, à savoir les écones fictifs, ce qui est le diminutif de Economicus, qui est un personnage ultra rationnel qui vit dans le monde fictif de la théorie, et les humains qui agissent eux dans le monde réel et qui sont guidés par les biais. Et enfin, il va terminer son livre sur 2 facettes du moi, donc le fameux moi expérimentant qui s'occupe de vivre,
et le moi mémoriel qui tient les comptes et qui fait les choix. Alors concernant le moi expérimentant et le moi mémoriel, on a vu que le moi mémoriel c'est une construction du système 2, mais cependant sa façon d'évaluer les épisodes et les vies relève de notre mémoire. Et la négligence de la durée et la règle du pic fin trouvent leur origine dans le système 1 et ne correspondent pas forcément aux valeurs du système 2. Et nous pensons que la durée est importante, mais finalement notre mémoire nous dit le contraire. Et les règles qui président à l'évaluation du passé, elles sont de piètres guides pour ce qui est de prendre des décisions, parce que le temps a effectivement son importance. Et au centre de notre existence se trouve le fait que le temps est une ressource finie par excellence, mais le moi mémoriel ignore tout simplement cette réalité. Et la négligence de la durée associée à la règle du pic fin provoque un biais qui favorise une courte période de joie intense au détriment d'une longue période de bonheur modéré. Et l'image renversée du même biais nous fait redouter une période courte d'une douleur intense, mais tolérable, plus qu'une période beaucoup plus longue de douleur modérée. Et à cause de la négligence de la durée, nous sommes finalement enclins à accepter une longue période de léger inconfort parce que la fin sera meilleure. Et nous sommes capables, en revanche, de renoncer à la possibilité d'une longue phase de bonheur qui risquerait cependant de mal se terminer. D'où ce fameux avertissement que tout un chacun a pu entendre, ne le fais pas, tu vas le regretter. Et cet avis nous semble sage parce qu'en fait, il est le regret anticipé du moi mémoriel. Or, nous ne devrions pas oublier que le point de vue du moi mémoriel, ça n'est pas toujours le bon. Et un observateur du moi expérimentant serait sûrement d'un autre avis. La négligence de la durée du moi mémoriel associée à l'accent outrancier qu'il met sur les pics et les fins, ainsi que la tendance qu'il a à l'illusion rétrospective, eh bien ces trois choses-là, ça fait un reflet déformé de notre véritable expérience. En revanche, la conception pondérée des événements traités par le moi expérimentant, il traite d'une même façon, lui, tous les moments de la vie sans distinction. Et ainsi, nous devrions décréter seulement qu'après coup, qu'un moment est mémorable ou non. Et les déclarations comme « je m'en souviendrai toujours » ou alors « c'est un moment important » ou « c'est le plus beau jour de ma vie » devraient être considérées comme des promesses ou des prédictions qui pourraient être fausses. Et cette logique de la pondération ne peut à elle seule être une théorie complète du bien-être parce qu'en fait les individus s'identifient aussi à leur moi mémoriel et donc le moi mémoriel et le moi expérimentant doivent être tous les deux pris en compte. Alors concernant la partie entre les écones et les humains, dire qu'une personne elle est rationnelle dans le langage commun, ça signifie qu'elle est raisonnable. Mais pour les économistes et les théoriciens de la décision, cet adjectif il a une autre signification. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de savoir si les convictions et les préférences d'une personne sont raisonnables, il faut aussi quelque chose de très important pour eux, c'est qu'il faut qu'elles soient cohérentes, ces convictions et ces préférences. Ainsi, une personne rationnelle, elle peut tout à fait croire aux fantômes, du moment que toutes ses autres convictions sont en accord avec l'existence des fantômes. Ainsi, la rationalité est une cohérence logique, qu'elle soit raisonnable ou non, ça n'a pas d'importance. Et un écone, il est insensible au covéra, à l'amorçage, aux effets de cadrage, à la vision interne, bref, tout ce que les humains ne peuvent pas tout le temps éviter. Et la rationalité, ce serait comme ça des règles de logique, mais en fait qu'un esprit fini comme le nôtre n'est pas à même d'appliquer du tout. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer les humains comme des êtres irrationnels, et c'est ce qu'a tenté de démontrer Kahneman au cours de sa carrière, c'est que en fait les modèles de l'agent rationnel, ils sont mal adaptés à l'homme.
Sa démonstration au cours de ses recherches, ça n'a jamais été de dire que l'humain est irrationnel, qu'il prend des décisions sans réfléchir aux conséquences, qu'il est incapable d'ailleurs de prendre des décisions logiques, pas du tout. C'est pas ça ce qu'il dit. Il dit que les modèles économiques de l'agent rationnel ne sont pas adaptés à l'être humain. Et cette thèse de l'agent rationnel qui est enseignée à tout bout de champ dans les universités d'économie, on a l'impression qu'elle est comme ça inoffensive, et pourtant elle a quand même de nombreuses implications, et notamment concernant l'idéologie, selon laquelle il est inutile, voire immoral, de protéger les gens contre leur choix. Et des gens rationnels, ils devraient donc être libres et responsables d'eux-mêmes. Et c'est Milton Friedman qui est le chef de file de cette école. Et le présupposé qui voudrait que les agents soient rationnels va servir de fondement intellectuel à cette fameuse approche libertarienne en matière de politique publique. Et dans cette perspective, les gouvernements n'auraient surtout pas à interférer. Ils laisseraient les gens agir comme bon leur semble, tant qu'ils ne portent pas tort à autrui. Et les citoyens seraient donc ce qu'ils font, même quand ils choisissent de ne pas mettre d'argent de côté pour leurs vieux jours, ou qui décident de rouler à 220 km/h sur l'autoroute, ou quand ils s'exposent à des substances addictives. Et c'est une position qui peut parfois se montrer implacable parce que les personnes âgées qui n'ont pas assez économisé pour leur retraite n'ont donc guère le droit à plus de compassion que quelqu'un qui se plaint de sa note après un repas pantagruélique au restaurant. Et concernant les économistes comportementaux, eux, ils n'adhèrent pas à cette forme extrême du modèle de l'agent rationnel. Pour eux, finalement, la liberté, elle a quand même un prix que payent les individus qui font des mauvais choix, mais aussi la société qui se sent obligée de les aider derrière. Et ainsi, pour eux, pour ces économistes comportementaux, le dilemme, c'est de savoir s'il faut, oui ou non, protéger les gens de leurs erreurs. Contrairement aux écones, les humains, ils ont besoin d'aide pour prendre les bonnes décisions, et il existe quand même des moyens informés et non intrusifs de leur apporter cette aide. Et puis enfin, concernant nos deux fameux systèmes, c'est système 1, système 2, ce qu'il dit, c'est que ce livre, il décrit le fonctionnement de l'esprit comme une interaction difficile entre ces deux personnages fictifs, donc le système 1 automatique et le système 2 délibéré. Et vous connaissez maintenant bien la personnalité de ces deux systèmes, et vous êtes plus ou moins capable de prédire comment ils pourraient réagir dans différentes situations. Et bien sûr, vous n'avez pas oublié, fait important qu'il rappelle que ces deux systèmes n'existent pas vraiment, que ce soit dans le cerveau ou ailleurs. Et le système 2, il est attentif et il est celui que nous pensons être. Parce qu'il articule les jugements, il fait des choix, mais il approuve ou rationalise souvent les idées et les sentiments qui sont engendrés par le système 1. Cela dit, il évite aussi bien des pensées idiotes et les impulsions qu'il bloque automatiquement. Et ces capacités, elles sont aussi limitées, de même que les connaissances auxquelles il a accès. Et concernant le système 1, l'auteur a consacré un bon nombre de pages de ce livre aux erreurs de jugement intuitif et de choix. Et pourtant, le nombre de pages est finalement un mauvais indicateur de l'équilibre entre les merveilles et les failles de la pensée intuitive. Parce que le système 1, il est certes à l'origine de beaucoup de nos manquements, mais aussi de la plupart de ce que nous faisons bien, autrement dit, l'essentiel de nos activités. Et nos pensées et nos actes sont couramment guidés par le système 1, et en général, eh bien, ça, il touche juste. Et la mémoire, elle contient en outre le vaste répertoire de compétences que nous avons acquises au fil d'une vie de pratique, qui produisent automatiquement des solutions appropriées aux défis quand ils surviennent, qu'il s'agisse de contourner un gros rocher sur un chemin ou d'éviter la colère d'un client. Et si l'environnement stable, la pratique récurrente et les retours sur action sont réunis, alors la compétence, eh bien, elle finit par se développer et le jugement intuitif et les choix qui viennent rapidement à l'esprit seront pour la plupart adaptés. Tout cela, c'est aussi l'œuvre du système 1 et ça se produit donc systématiquement et de manière très rapide. Et d'autre part, les réponses heuristiques ne sont pas tout à fait aléatoires, elles sont souvent approximativement correctes, mais c'est vrai que parfois, eh bien, elles tombent complètement à côté.
Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour notre système 2 de savoir si ce coquin de système 1, il fournit une réponse intuitive de compétence ou bien une réponse intuitive d'heuristique. Et le seul moyen qu'il a, c'est qu'il doit ralentir ce système 2 et il doit tenter de bâtir une réponse par lui-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire parce que, rappelez-vous, il est paresseux. Et donc, il approuve avec désinvolture de nombreuses suggestions du système 1 en les vérifiant au mieux très superficiellement. Et c'est ainsi que le système 1, il acquiert finalement sa mauvaise réputation. Alors, comment éviter les biais ? Eh bien, pour faire court, disons en fait, on ne peut pas espérer faire grand-chose sans y consacrer de formidables efforts. Et d'expérience, Kahneman, il sait que le système 1, il n'est pas facile à éduquer, à l'exception de quelques effets qu'éventuellement il attribue à l'âge. La pensée intuitive, elle sera toujours aussi prompte à l'excès de confiance et à l'erreur de prévision. La seule solution, c'est de progresser dans la reconnaissance des situations où les erreurs sont probables. Par exemple, se dire « Oh, ce chiffre va me donner une encre » ou « Ma décision pourrait changer si le problème était formulé autrement ». Et souvent, vous ferez bien plus de progrès pour reconnaître les erreurs des autres que vos propres erreurs. Donc la seule solution, c'est de solliciter notre système 2. Et nous aimerions tous être équipés de cette petite sonnette d'alarme qui teint très furieusement chaque fois que nous sommes sur le point de commettre une grave erreur. Mais en fait, ça n'existe pas. Et il est plus difficile de reconnaître des illusions cognitives que de simples illusions perceptives. Et quand vous avez un problème, ce que vous ne souhaitez surtout pas, c'est que vous ne souhaitez pas voir vos doutes s'accroître en remettant en cause à chaque fois vos intuitions. Et le résultat est qu'il est beaucoup plus facile de reconnaître un champ de mine lorsque c'est quelqu'un d'autre qui s'y égare que lorsque c'est vous-même qui êtes sur le point d'y mettre les pieds. Parce que les observateurs sont moins occupés sur le plan cognitif et ils sont plus ouverts aux informations que le sont les acteurs qui sont en train de vivre leur vie finalement. Donc conclusion, apprendre à reconnaître les situations qui nous induisent en erreur pour allumer notre système 2 dans ces situations-là. Voilà, et bien j'ai donc envie de vous souhaiter bon courage pour cette entreprise d'envergure qui ne semble pas gagner d'avance. Cela dit, à l'impossible nul n'est tenu ou bien heureux les innocents. À vous de choisir laquelle s'adapte mieux à votre vision des choses. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur des livres avec des messages encourageants comme celui-ci. Et d'ici là, Kenavo.